Salut à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Je vous propose tout de suite qu'on découvre le sommaire qui nous attend durant ces 26 prochaines minutes. Les frais de vie courante d'un étudiant ont-ils augmenté, diminué? Nous verrons cela. Et nous nous intéresserons également au sort des étudiants en Moselle-Est privés de restaurants universitaires. Ils ne peuvent pas bénéficier des repas à 1 euro. Samy, secrétaire général de Fédélor, fera le point avec nous. Notre parcours de vie nous emmènera aux côtés des cadets de la protection civile de la Moselle. Ils sont plus d'une cinquantaine à se former aux gestes de premier secours dans l'objectif de devenir les secouristes de demain. Parmi eux, Clara, une cadette que nous avons suivie durant toute une journée. Portrait à découvrir. Et en plateau, Héloïse et Mathis, des anciens cadets fraîchement secouristes, nous livreront leurs témoignages. Un cybercafé a ouvert ses portes à Metz. Il donne la possibilité aux jeunes d'obtenir des conseils et des aides dans leur démarche administrative. Inscription au permis de conduire, demande d'APL, explications à suivre. Voilà pour le sommaire, 100% jeunesse. Ça commence tout de suite, on y va. Et on débute cette émission avec ce sujet qui revient à chaque début d'année scolaire. Le coût de la vie étudiante a-t-il augmenté, diminué? À quoi faut-il s'attendre? Nous sommes allés interroger les premiers concernés. Écoutez. Je pense qu'il a augmenté vu qu'avec le confinement, il faut avoir des ordinateurs performants pour avoir une bonne connexion aussi. Donc je pense qu'il a forcément augmenté. Puis ensuite la nourriture, je veux dire tout ce qui est alimentaire, ça augmente toujours. Moi, niveau coût de la vie étudiant, ça va. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui sont en galère, notamment ceux qui vivent dans des appartements, tout ça. C'est à Paris que c'est le plus cher et forcément c'est pour ça aussi que je suis pas allée à Paris parce que je devais aussi me loger là-bas et que c'est aussi cher le prix de l'immobilier. On sait qu'avant les étudiants avaient certaines aides que maintenant ils n'ont plus, que beaucoup justement vont vers cette précarité. Minimum 500 euros parce que j'ai mes vêtements, j'ai mes fournitures scolaires, j'ai mon ordi qui était cassé que j'ai dû réparer. Enfin bref, donc plein de choses comme ça et ça revient cher. 800, 850 peut-être. C'est beaucoup pour toi? Ouais, bah oui, quand même, c'est énorme. Enfin, j'ai de la chance d'avoir les bourses, d'avoir les APL, d'avoir mes parents quand même qui sont là pour me soutenir. Et en ce début d'année, il y a eu une augmentation des bourses étudiantes du Crous de 1%. Bonne ou mauvaise nouvelle selon les syndicats étudiants, Samy? Eh bien, du côté de Fédélor, nous soulignons bien évidemment cet effort, cette augmentation de 1%. Néanmoins, cette augmentation de 1% reste très insuffisante pour les étudiants. Ce n'est pas cette augmentation qui va aider les étudiants aujourd'hui. Nous sommes conscients que les étudiants sont en situation de précarité, que le confinement n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Cela a accentué la précarité chez les étudiants sur tous ces versants, que ce soit sur l'aspect alimentaire, sur l'aspect numérique et bien d'autres. Alors justement, le ministre de l'Enseignement supérieur a écrit dans un communiqué, je cite, « Depuis 2019, le gouvernement a revalorisé les bourses sur critères sociaux de 3,3%, ce qui représente pour un boursier à l'échelon 7, qui touche le montant maximal, un gain de 185 euros supplémentaires sur 10 mois. C'est pas assez pour vous, hein. Quelles sont vos attentes concrètes? Alors pour nous, ce n'est pas assez dans le sens où, depuis des années, Fédélor, nous demandons en fait une refonte des bourses sur critères sociaux qui fonctionnent aujourd'hui par échelon. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un système de linéarisation qui pourrait permettre d'offrir une solution à ces étudiants-là, une solution plus adaptée sous forme de linéarisation et non pas sous forme de palier ou d'échelon. Donc vous, il faut revoir les critères sociaux, c'est ça? Il faut revoir le système des bourses sur critères sociaux. Il y a une nouveauté aussi pour cette rentrée 2021, c'est la fin du repas à 1 euro pour les étudiants non boursiers. Est-ce que vous comprenez finalement cette décision, pardon? Alors nous, on déplore la fin du repas à 1 euro pour tous les étudiants. Pendant le confinement, il a été mis en place pour tous les étudiants, que les étudiants soient boursiers, non boursiers ou en situation de précarité. Néanmoins, on comprend l'arrêt des repas à 1 euro pour les étudiants, puisque les repas à 1 euro ne permettent pas une pérennité du Crous qui offre ces repas-là. Donc ça, on en est conscient. Néanmoins, ce qu'on cherche, c'est trouver des solutions pour justement aider les étudiants. On sollicite notamment toutes les différentes instances.
Et ces instances, vous allez les solliciter justement pour la situation avec les étudiants en Moselle-Est. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, on va voir à combien s'élève le panier moyen pour un étudiant qui habite Metz, en sachant qu'on comprend la nourriture, les loisirs, l'hébergement. À combien on a ce panier moyen à Metz? Alors ce panier à Metz s'élève à 1053,78 € pour cette rentrée universitaire. Donc il y a une légère augmentation par rapport à l'année dernière. Qui était de? Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais qui était aux alentours de 1000 et quelques. Très bien, alors on va justement peut-être comparer avec la métropole du Grand Nancy. On vient de voir l'infographie à l'écran, qui est comme la métropole du Grand Nancy, le deuxième pôle d'enseignement supérieur de la région Grand Est. À Nancy, un étudiant va dépenser en moyenne chaque mois 1037,53 € contre 1053,78 € pour un étudiant à Metz. Donc on l'a compris, le coût de la vie étudiante est donc plus cher à Metz. Qu'en est-il du reste de la Moselle ? Eh bien, pour les autres sites universitaires, je vais commencer avec Thionville-Lutz. Les frais de la vie courante s'élèvent à 1080,53 €, pour Saint-Avold à 1015,53 €, pour Sarreguemines à 1002,83 € et pour Forbach 1057,53 €. Alors si on doit faire une conclusion, Samy, est-ce qu'on a un coût de la vie étudiante, en tout cas les frais du coût de la vie étudiante qui ont augmenté ou qui ont diminué pour cette rentrée ? Alors pour cette rentrée universitaire, les frais de coût de rentrée ont diminué de 0,34%, ce qui reste une diminution, mais une diminution qui n'est pas forcément significative. Certes, point positif, c'est qu'il n'y a pas eu une augmentation, donc une légère diminution, mais cette diminution ne permet aujourd'hui pas aux étudiants de pouvoir vivre. Alors comment on explique? Est-ce qu'on a une explication finalement à cette baisse ? Exactement, on a une explication à cette baisse qui porte sur deux indicateurs qu'on utilise pour calculer ce coût. Le premier, c'est une diminution significative des mutuelles étudiantes, ou du moins de certaines mutuelles étudiantes, puisque nous faisons un ratio ou une moyenne des différents tarifs proposés. Donc là, on a cette année une diminution bien significative qui explique cette diminution. Et la deuxième, c'est tout simplement le passage des repas de 3 €, 3 € et quelques, 3,30 € selon les sites, à 1 € qui explique cette diminution-là. Alors, on parle justement de baisse pour que tout le monde y voie à peu près, y arrive à visualiser. Quand on parle de baisse, pour la métropole du Grand Nancy, c'est moins 17 € et pour la métropole de Metz métropole, c'est moins 18 €. Donc, c'est une petite baisse, c'est ce qu'en tout cas vous nous dites, Samy. Évoquons à présent la situation des étudiants en Moselle-Est pour le territoire de Forbach, Saint-Avold, Sarreguemines, des étudiants qui n'ont pas la possibilité justement d'aller au restaurant universitaire et donc ne peuvent pas bénéficier des repas à 1 €. Racontez-nous finalement cette situation qui apparemment pèse ces étudiants. Tout à fait. À l'instant, nous parlions à l'instant de la diminution du repas au restaurant universitaire de 1 €. Ces étudiants de Moselle-Est n'ont pas pu, eux, bénéficier de cette diminution du tarif du repas, puisqu'il n'y a pas de restaurant universitaire dans ces secteurs-là. Et donc, il n'y a pas de solution pour ces étudiants ? La solution serait d'ouvrir des restaurants universitaires, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être fait à l'instant T, dès maintenant. C'est quelque chose qui va demander du temps, qui va demander aussi, qui va demander beaucoup de temps. Qui va demander des moyens, sans doute. Qui va demander aussi des moyens. Les restaurants universitaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tenus par le Crous. Maintenant, aujourd'hui, le Crous... Est-ce que le Crous, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le Crous a la possibilité d'ouvrir ses restaurants universitaires ou non. Est-ce qu'ils en ont la volonté ou non, ou est-ce qu'ils ont tout simplement décidé de ne pas ouvrir de restaurants universitaires? Vous vous sentez abandonné par le Crous en Moselle-Est? Alors moi, je ne suis pas étudiant en Moselle-Est, mais les étudiants de Moselle-Est se sentent abandonnés, effectivement. Et il n'y a pas de solution envisagée, en tout cas pour les prochaines semaines, en tout cas pour cette rentrée, c'est ce que vous nous dites. Il n'y a pas de solution pour le moment. Donc nous, ce que nous essayons de faire du côté de Fédélor, c'est que nous avons des agoraies, donc des épiceries sociales et solidaires, qui sont aussi des lieux d'échange. Donc nous essayons d'ouvrir ces épiceries-là à destination de ces étudiants-là. Mais bien évidemment, ces étudiants doivent se déplacer, ce qui est aussi problématique pour eux. Et c'est pas facile, surtout quand on n'a pas de moyens de se véhiculer. On va parler également, parce que dans votre rapport de rentrée, vous vous inquiétez de la précarité étudiante qui continue d'augmenter. À quoi faut-il s'attendre d'ici les prochaines semaines, d'ici peut-être les prochains mois? On a la précarité qui est présente et qui est là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, il y a une chose à comprendre, c'est que la précarité étudiante,
elle n'est pas arrivée pendant ce confinement, pendant cette crise sanitaire. C'est quelque chose qui était là bien avant. La crise sanitaire a simplement permis de la mettre en évidence, de la mettre en lumière, exactement. Et le confinement a simplement mis en évidence, comme vous venez de le dire, mis en lumière du coup cette précarité, mais l'a aussi accentuée. Ok, et on parle également de la fracture numérique, hein, qui a été massivement discutée. On l'a vu également et on l'a entendu dans le micro-trottoir. C'est quelque chose très, très présent finalement et dont les étudiants se soucient beaucoup, non ? Oui, effectivement. Le confinement a amené les universités, les facs à changer leur manière de faire leur formation. Donc tout s'est fait en distanciel. Donc il a fallu mettre en moyen des outils numériques que les étudiants ne pouvaient pas forcément s'offrir, ne pouvaient pas acheter ou ne pouvaient pas avoir chez eux. Quand on parle d'outils numériques, on parle d'ordinateurs. Certains ordinateurs, selon différentes enquêtes, n'avaient pas d'ordinateur à disposition. Certains n'avaient pas de connexion Internet ou une connexion Internet un peu frileuse. Donc il a fallu trouver des solutions, il a fallu mettre en place des choses. Certains étudiants ont pu en bénéficier, d'autres n'ont pas pu en bénéficier malheureusement. Résultat, quant à cette fracture numérique, c'est qu'on a des étudiants qui ont décroché totalement de leur formation. Merci en tout cas, Samy, d'avoir été et d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, tu es secrétaire général de FEDELOR, la Fédération étudiante de Lorraine, et on suivra bien évidemment vos projets, vos missions et les soucis des étudiants pour cette année scolaire. On espère qu'il n'y en aura pas. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Justement, pour aider les étudiants, quoi de mieux qu'une carte cadeau Cultura Tervine d'une valeur de 20 €. Alors, soit pour finir de préparer sa rentrée scolaire, soit pour acheter un bon petit bouquin. Bref, vous en ferez ce que vous en voulez, mais avant, il va falloir la remporter. Pour ce faire, direction nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, puis notre site internet que vous connaissez, moselle.tv. Bonne chance à tous et on dit aussi merci à Cultura Terville. Eh bien oui, il va falloir se réveiller sur ce plateau. Le 12 septembre prochain, ça sera la journée mondiale des premiers secours. Nombreuses sont les associations qui forment aux gestes qui sauvent. Parmi elles, la protection civile qui compte même une section cadet. On en parle tout de suite dans notre parcours de vie. Leur jeune âge ne change en rien leur volonté et leur détermination. Ils ont tous le même état d'esprit, vouloir aider son prochain. Les cadets de la protection civile sont les secouristes de demain. Nous avons suivi durant toute une journée une cadette, Clara. Alors entre formation et mise en pratique sur le terrain, il n'y a qu'un pas, regardez. Allez, on débriefe un petit peu. J'arrive, je vois une personne, elle est inconsciente, hop, hop. En ce samedi après-midi, c'est jour de formation pour les cadets de la protection civile. Jessica, leur formatrice, va leur apprendre la position latérale de sécurité, un des gestes de premier secours. Je vais le couvrir et ensuite je fais quoi? J'appelle le 15. Et après la théorie, vient la pratique. Qu'est-ce que Clara doit faire en premier? Tu dois regarder le serre-dessus. Vas-y. Mathilde, si tu m'entends, serre-moi les doigts. Cligne des yeux si tu m'entends. Pour Clara, elle qui a intégré l'association il y a 3 ans, ces gestes sont devenus un réflexe. Ça devient comme une habitude, c'est directement un geste qui nous vient tout seul. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quand dans la rue, donc il faut toujours être prêt et pouvoir agir. La session de formation se poursuit en extérieur pour découvrir l'ambulance et son fonctionnement. Vous regardez les pieds. Le premier, donc c'est manette orange, le deuxième, manette bleue. D'accord ? Connaître le matériel, savoir s'en servir, voilà l'intérêt de ces après-midi de formation. Les cadets ont entre 10 et 18 ans pour les plus âgés, mais ici, il n'est pas question d'âge, c'est une équipe avant tout. Hop, clipse bien, Voilà, là c'est bien clipsé. La cohésion d'équipe qu'on peut avoir sur les postes, ou même là entre nous, entre cadets, c'est des relationnels qu'on se fait et c'est vraiment génial. Hop. Et attention, tandis que l'apprentissage continue pour les autres jeunes, notre cadette Clara est de mission ce soir. Elle s'active donc pour charger le matériel dans le camion. Comme les brancards, les sacs de secours, les chaises, tout ce qu'on risque d'avoir besoin sur le DPS. Après, chaque DPS est différent, on aura plus besoin de matériel précis ou pas. C'est son grand retour sur les postes de secours en toute décontraction. Il y a toujours une petite angoisse de se dire comment ça va se passer, va-t-il y avoir des victimes, etc.
mais c'est plus d'être pressé d'y aller qu'une peur. Pour faire de ces cadets les secouristes de demain, les confronter au terrain est essentiel. Avant la crise sanitaire, Clara faisait en train à 2 postes par mois. Aujourd'hui, c'est au marché nocturne de Guénanche qu'elle officie. Ça va être d'abord surveiller chaque personne, s'il n'y a pas de blessés ou quoi que ce soit, et après ça va être de les secourir s'ils viennent sur notre poste de secours. À 17 ans, Clara le sait déjà, elle veut intégrer la gendarmerie. Mais avant ça, direction pour elle les sapeurs-pompiers, sans pour autant dire au revoir à la protection civile. Ça vous rappelle des bons souvenirs, Héloïse, Mathis, non? De très bons souvenirs. Forcément, forcément. Alors vous avez été vous aussi cadet, désormais vous êtes encadrant de ces cadets, vous êtes rentré dans la cour des grands. Après plusieurs années de formation, je présume qu'on est fier d'endosser le rôle de secouriste, d'encadrant, non? C'est super. Oui, forcément, on est super fiers parce que on se voit il y a quelques années et on passe du côté obscur, on passe du côté des grands, donc c'est forcément valorisant. Et puis ils nous regardent avec leurs petits yeux, ils sont émerveillés. Ouais, voilà, c'est ça, c'est trop bien. Mathis, tu partages cet état d'esprit? Mais complètement, sur le reportage qu'on vient de voir, c'était moi il y a 3 ans, 4 ans, où je préparais les postes et tout ça, et maintenant de se dire que maintenant nous on peut aller sauver des gens et tout ça, c'est impressionnant et c'est ce que la protection civile aide à faire pour les jeunes. Alors Héloïse, toi en intégrant justement la protection civile, t'arrivais pas à te projeter plus tard dans ton métier et finalement la protection civile, ça t'a permis de te projeter, de savoir quelle est ta voie professionnelle que tu allais endosser, c'est ça? C'est ça, en fait ça nous ouvre les yeux, aider son prochain, être auprès de la population de notre pays et oui forcément... on se tourne vers le médical, la protection, donc la gendarmerie, je trouve que ça colle parfaitement avec le secourisme à la protection civile. C'est en lien, totalement. Mathis, toi, tu es en plus d'être encadrant, en plus d'être secouriste, tu es pompier volontaire. Oui, c'est également aussi la protection civile qui a déclenché cette volonté d'intégrer la famille des sapeurs-pompiers. Tout à fait. Ça m'a donné... c'est ma passion, la passion, et ce que je fais tous les jours, tous les soirs, et... grâce à la protection civile, c'est eux qui m'ont apporté ça, quoi. Alors, je disais justement dans mon lancement, ils ont tous le même état d'esprit, vouloir aider son prochain. J'ai bien résumé? C'est vraiment cet état d'esprit-là que vous partagez? Ah, c'est la phrase qu'on se dit dès qu'on enfile la tenue. C'est une fierté déjà de porter une tenue, mais d'aider son prochain, il y a tellement peu de personnes de nos jours qui font ça. Je trouve que... c'est valorisant. Voilà, c'est ça. Et puis des jeunes... c'est forcément encore plus valorisant. Puis c'est une association de bénévoles, donc on fait ça parce que c'est notre passion et on fait ça nos heures quand on rend du travail, des choses comme ça, et c'est encore plus valorisant de voir des gens comme ça. Est-ce que cet état d'esprit de vouloir aider son prochain, ça peut s'apprendre quand on rentre dans votre section, quand on rentre dans votre grande famille des cadets, ou au contraire, on l'a dès le départ, ou est-ce qu'on peut l'acquérir au fur et à mesure des semaines de formation? Tout à fait, mais quand on fait ces métiers-là, c'est d'être bénévole là-dessus. On l'a depuis tout petit. C'est une vocation. Oui, je pense qu'on l'a déjà. Il faut déjà l'avoir certainement enfoui quelque part. Et après, oui, ça se développe, ça devient de plus en plus fort. C'est même un besoin, en fait, d'aider les gens. Ça se révèle au fur et à mesure. En Moselle, la protection civile, elle est quand même pionnière dans la section des cadets. Elle l'a créée il y a une dizaine d'années maintenant. À jour, c'est plus d'une 50aine de cadets qui y sont formés. Parlons justement de ces formations. Vous vous réunissez tous les 15 jours, toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, on se réunit tous les 15 jours, donc un samedi sur 2, de 14h à 17h environ. Donc comme on est une grande famille, il y a de la rigolade parce qu'il faut qu'on se sente bien et on fait de la formation. On ne se concentre pas que sur un diplôme, on les voit tous et forcément c'est super intéressant de voir ce qu'on pourra faire dans plusieurs années en ayant obtenu ce diplôme. On assimile mieux quand on est jeune. Ouais. Toi Mathis qui a intégré la section il y a plusieurs années maintenant, on assimile mieux quand on est jeune, c'est ça? Plus vite en tout cas. Même sur des témoignages des pompiers, des choses comme ça, quand on est jeune, on a plus envie d'aider. On n'a pas tout l'aspect extérieur qu'on a de l'hôpital et choses comme ça. Donc on va plus vers les personnes. Et c'est ce que la protection civile fait avec les jeunes.
Alors toi Mathilde, tu as 17 ans, 18 ans pour Héloïse. Vous êtes un peu la passation du flambeau, on peut dire ça, hein, en fait la passation du flambeau. Et on dit souvent que le message passe mieux de jeune à jeune. Est-ce que vous, quand vous encadrez les cadets, vous le remarquez, vous avez également cette sensation ? Ah oui, parce qu'on a une relation totalement différente avec les jeunes que les adultes peuvent avoir. Et du coup, oui, c'est peut-être plus fluide parce que on a des âges rapprochés finalement. Mais oui, c'est sans mots, il n'y a pas de commentaire, c'est ça. Alors on parle de formation et c'est important de souligner que vous avez aussi des mises en situation. Donc là, on va simuler un accident. Racontez-nous comment que ça se passe. C'est essentiel dans le parcours de formation d'un secouriste d'avoir ces mises en situation. En fait, c'est un secouriste qui est déjà formé et qui connaît déjà ce qu'il fait sur le terrain. Ça va être, comme il dit dans le reportage, ça va être une machinale. Il va le faire tout de suite, il va pas se poser de questions. Et c'est ça notre force, c'est qu'en fait, on met pas beaucoup de temps pour soigner quelqu'un. Et c'est ce qu'il faut. Et racontez-nous, parce que vous partez apparemment chez nos voisins allemands pour également échanger les différentes pratiques entre le secouriste français et le secouriste allemand. C'est plus que formateur, je présume. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Hand in Hand, donc littéralement main dans la main en allemand. Et on rencontre plusieurs associations qui ont également des jeunes, donc comme nous. Et ils ont des gestes que nous, on n'a pas forcément, ou inversement. Et vous échangez, vous donnez les astuces, les conseils, c'est ça ? On crée des amitiés au-delà des frontières. Et je trouve ça super important et intéressant. Clara nous le disait dans le reportage, je viens pour l'ambiance et surtout parce qu'on est une grande famille. Les cadets, c'est une famille au même titre que la famille des sapeurs-pompiers. Ah oui, totalement. On trouve nos parrains, nos tontons, nos tatas. On est vraiment une grande famille. On sait qu'on est là les uns pour les autres. On se serre les coudes, on est tous ensemble et c'est ça qui fait toute l'ambiance. Si on se sent bien dans un environnement, on a forcément envie d'y retourner. C'est pour ça, Mathilde, que tu as fait le choix de faire les sapeurs-pompiers d'un côté et de rester tout de même à la protection civile. Tout à fait. Moi, la protection civile, c'est eux qui m'ont formé les premiers, donc je resterai toujours à la protection civile. On n'oublie jamais d'où on vient. Tout à fait, c'est ça. C'est important de le souligner. Alors, Héloïse, Mathis, si ça vous dit, on va faire une petite mise en situation. Hein, on va simuler quelque chose. Alors, pas de Grey's Anatomy, hein, je vous rassure. Restez bien avec nous. Le temps pour nous, quand même, de faire un petit rappel. Le SAMU, c'est quel numéro, Samy ? Le 15. Très bien. La police ? Le 17. Et les pompiers ? Le 18. Oh là, mais qu'ils sont forts. Mais oui, ils connaissent tout. Alors, mise en situation, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il nous reste très peu de minutes. Hein, donc, il va falloir faire ça très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire comme mise en situation ? On va faire une désobstruction des voies aériennes. C'est quand on a un corps étranger dans la gorge et qui nous bloque tout simplement la respiration. Très bien. Alors, Mathis, toi, tu vas être la victime. Tu vas simuler en tout cas cette obstruction des voies aériennes. Et toi, Héloïse, tu vas endosser. Bon, en tout cas, tu ne vas pas endosser, tu vas continuer à être secouriste. Je vous laisse vous mettre en place. Et Héloïse, on te laisse nous commenter l'intégralité de tes faits et gestes en sachant qu'il nous reste quelques minutes. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà pour commencer, je me positionne sur le côté de ma victime. Je positionne ma main sur sa poitrine. Je la baisse un petit peu pour qu'il puisse évacuer le corps étranger. Je me positionne correctement, il faut que je sois stable. Je positionne la paume de ma main entre les deux omoplates et je fais jusqu'à 5 tapes fortes, à moins que le corps étranger sorte avant. S'il ne sort pas, je me mets derrière ma victime, bien collée correctement. Je mets un point entre donc le sternum et le nombril. À l'aide de ma deuxième main, je me pose juste comme ça. J'écarte correctement les doigts pour ne pas comprimer la fin de sa cage thoracique. Et je fais ce mouvement. Donc, je tire vers moi et vers le haut. Pareil, jusqu'à 5 fois, sauf si le corps étranger sort avant. Et si ça ne sort pas, on recommence ? On recommence. L'étape dans le dos, ainsi de suite, 5 fois, jusqu'à, on espère en tout cas que le corps étranger sort. Et on appelle bien évidemment les secours avant. Tout à fait.
Très bien, merci infiniment Héloïse, Mathis pour cette démonstration, c'est des gestes qui sauvent, j'espère que vous avez bien pris note parce que ça pourra sans doute sauver des vies, en tout cas je ne vous souhaite pas de devoir la pratiquer. Merci Héloïse, merci Mathis, et si on a envie, et si vous êtes derrière votre écran, vous avez envie de rejoindre la section des cadets ou tout simplement les rangs de la protection civile, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de cet écran, c'est moselle.protection-civile.org et rubrique devenir bénévole. Merci infiniment à vous d'avoir été à nos côtés. Avant de refermer cette émission, une petite info qui va intéresser aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Un cybercafé a ouvert ses portes au sein d'Étape Habitat au foyer des jeunes travailleurs rue Ducroc à Metz. Objectif, donner accès au numérique à tous pour réduire sa fracture, mais pas que. Comprendre comment faire une demande sur Internet. Par exemple, je veux passer mon permis. Comment est-ce que je vais me renseigner? Comment est-ce que je vais laisser mes coordonnées? Comment est-ce que je crée mon compte sur la CAF? Enfin bref, il y a tout ce qui est administratif. Je dirais que les jeunes ont vraiment besoin d'une aide au démarrage pour comprendre comment est-ce qu'on va gérer son administration sur Internet. Et pour connaître le planning de ces ateliers, rendez-vous sur mixité.org. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous trois d'avoir participé à mes côtés à ce deuxième numéro. Merci également à vous, chez vous, pour votre fidélité. Et on se donne rendez-vous le 21 septembre depuis Moselle Open pour savoir si la jeunesse est sportive. Bonne soirée à vous et à bientôt. Salut!